Deuxième primitive, ce que l'on appelle les read-write-lock. On va considérer l'exemple suivant. On est en train de gérer un cache d'objets. Chaque objet est associé à une clé qui est une chaîne de caractères et peut être enregistré dans ce cache, map.put de key et de o, et peut être lu à partir de ce cache, map.get de key. On peut penser par exemple à un cache qui serait en entrée d'une base de données. Ma chaîne de caractères, ma clé, c'est en fait la clé primaire de l'objet. Et avant d'aller chercher l'objet en base de données, je vais regarder si j'ai pas déjà vu cet objet et si je l'ai pas déjà chargé en mémoire, auquel cas je pourrais aller le chercher dans ce cache plutôt qu'aller le chercher en base de données, ce qui serait beaucoup plus coûteux. Évidemment, ce genre de choses, c'est typiquement quelque chose qui va être attaqué en concurrence d'accès, en multithread. Donc, si je veux faire les choses correctement, j'ai besoin de synchroniser l'écriture dans la table de hachage et la lecture dans cette table de hachage. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir la visibilité. Toutes les opérations de type put, tout le code qui est exécuté derrière cette méthode put, doit être visible du code qui est exécuté dans le get. Donc le put doit être mis dans un bloc synchronisé, le get doit également être mis dans un bloc synchronisé. Ça a une conséquence. Ça veut dire que si quelqu'un fait un put, personne d'autre ne peut faire un put au même moment. Et ça, à la limite, c'est raisonnable. Mais ça veut aussi dire que si quelqu'un fait un get, personne d'autre ne peut faire un get au même moment. Et ça, c'est pas du tout ce que je veux. Ce que je veux, c'est protéger les écritures. Effectivement, je veux pas d'écriture concurrente dans cette table de hachage. La deuxième chose que je veux, c'est la visibilité entre les opérations de type get et les opérations de type put, qui est amenée par la synchronisation. Mais ce que je veux également, et ce que la synchronisation va m'empêcher de faire, c'est le parallélisme sur les opérations de type get. Si j'ai 15 threads à la fois qui font des get sur ma table de hachage, je veux pouvoir servir ces 15 threads en concurrence d'accès. Je ne veux pas de concurrence d'accès en écriture, en modification. Je veux de la concurrence d'accès en lecture, parce que ça, c'est pas dangereux. Et je veux de la visibilité entre les get et les put. Ça m'est donné par la synchronisation, sauf la concurrence d'accès en lecture. Si j'ai de la synchronisation, un seul thread pourra faire un get en même temps. Si je fais de la synchronisation avec le lock que l'on vient de voir, le résultat sera également le même. J'aurai pas de concurrence d'accès sur le get. D'où cette primitive qui s'appelle read write lock. Encore une interface. Je vais l'appeler lock. Classe d'implémentation new reentrante read write lock. Et à partir de cet objet lock, je peux récupérer deux objets. Un objet de type lock que je vais appeler readLock, que je récupère à partir de mon objet lock qui est ici et la méthode readLock, et un deuxième objet lock que je vais appeler writeLock et que je vais récupérer à partir de ce même objet lock. Il faut que ce soit le même, hein. Si c'est pas le même, ça marche pas. WriteLock. Cet objet readLock n'a pas exactement la même sémantique que l'objet WriteLock, et comme on peut s'en douter, ils vont être utilisés ici, try WriteLock.lock, finally WriteLock.unlock. Et ça, c'est très important de l'écrire comme ça parce que j'ai besoin que la méthode unlock soit appelée par construction après la méthode lock, donc toujours avec ce pattern try finally. Et ici, je vais utiliser le readLock, try readLock.lock. Ce sont des objets de type lock, donc le pattern est exactement le même que précédemment. Et finally, readLock.
Unlock. Ces deux objets, readLock et writeLock, fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent comme une paire parce qu'ils sont issus du même objet lock qui se trouve ici. Et encore une fois, c'est très important que les choses soient construites de cette façon-là. Quelle est la sémantique? La sémantique est exactement celle qu'on veut. Premièrement, l'objet writeLock impose une exclusivité sur le bloc de code qui est ici. C'est-à-dire que pendant qu'un thread exécute map.put, du fait que ce map.put est gardé par le writeLock, aucun autre map.put ne pourra être effectué. Donc aucun autre thread ne pourra exécuter ce bloc de code, et aucun autre thread ne pourra exécuter le get qui se trouve ici. Donc la modification de la table de hachage, de mon cache que j'ai ici, est bien exclusive. Deuxième règle, le readLock n'impose pas d'exclusivité sur le bloc qu'il garde. En revanche, il empêche l'exécution du bloc gardé par le writeLock. Donc si j'ai un thread qui exécute le bloc de code qui se trouve ici, il ne va pas empêcher d'autres threads d'exécuter le même bloc de code. En revanche, il va empêcher d'autres threads d'exécuter le writeLock qui se trouve là. Donc, je ne peux faire qu'un seul write à la fois sur ma table de hachage, mais je peux faire autant de read que je veux en parallèle, et c'est exactement le comportement que je voulais. De plus, j'ai bien le lien happensBefore entre les puts qui sont faits là et les get qui sont faits là. Donc les get ont bien la visibilité sur les modifications qui ont été faites sur la table de hachage auparavant. Donc cet objet readWriteLock permet exactement de traiter ce genre de pattern en imposant une exclusivité sur les écritures et de la concurrence d'accès sur les lectures, tout en conservant les liens happensBefore nécessaires entre les lectures et les écritures.